Bonjour à tous. Hello everybody. Okay, the we got a little bit problem because our presentation is in French, but the support of our media is in English. So we can accept all the questions in English after, but it's more comfortable for us to speak in French, actually. So sorry about that. Okay for you? That's good, that's good. It's And okay. you can answer the questions in French, you can ask them in French. L'espagnol. Juste avant qu'on commence, je voulais remercier plusieurs personnes. Je veux commencer par remercier le vice-rectorat et nos chefs d'établissement qui nous ont libérés sur notre temps de travail pour venir ici. Je voudrais remercier M. Olivier Galli et M. Jean-Marie Fotzing qui nous ont permis de vivre une belle aventure scientifique depuis Fala, depuis toutes ces années. Et donc un grand merci à vous deux parce que vous nous avez ouvert les portes et surtout Jean-Marie, tu n'as jamais su les refermer. Donc je te remercie. Voilà, de façon générale, je remercie aussi un petit remerciement à David and Corinne. Thank you for your collaboration to join our team for this. Thank you. And nous allons donc commencer cette magnifique présentation. L'idée, c'est de vous inviter à un voyage au travers d'un symbole qui est important pour nous, qui est la rame. La famille est là aussi, qui sont venus nous voir depuis Ténia, on est très contents qu'ils soient là. Et on va vous présenter à la fois un exploit sportif, mais qui se veut surtout une aventure humaine et une aventure scientifique. Je vous présente David Batty, je vous présente Benjamin Puget, et je suis Pierre-Yves. C'est parti, madame, c'est parti. On va parler doucement pour que tout le monde puisse comprendre. Donc notre idée c'est de partir donc, au Vanuatu comme on va le voir. Et le thème majeur de notre voyage ça va être la transition. Donc le Vanuatu c'est un endroit où depuis la Seconde Guerre mondiale on a pu le voir modifier leur habitude de vie au niveau alimentaire. Ça a été profondément modifié. Notre projet il est unique parce que ça va nous permettre avec la pirogue qu'on va vous montrer de traverser des îles qui sont difficilement accessibles en avion ou même en bateau. Parce qu'on sait que dans l'archipel du Vanuatu, il y a quand même des îles où, sauf en petit bateau, on ne peut pas y aller. Donc grâce à cette pirogue, on va pouvoir se déplacer vraiment dans des endroits qui sont inaccessibles. C'est ça l'intérêt de ce mode de déplacement-là. C'est une expédition humaine parce qu'on va essayer de comprendre un petit peu le style de vie vanuatais à travers ce déplacement-là. Et c'est une expérience personnelle parce que nous, on va se découvrir nous-mêmes. On se pose des questions entre nous trois, comment on va réussir à gérer ces 2 mois, voire plus de traversée. Comment on va gérer voilà, les moments où on aura faim, on aura froid, on sera fatigué. Donc c'est aussi une expérimentation qui est personnelle. Donc avec le peuple vanuatais et envers nous-mêmes aussi. Alors, donc c'est une expédition maritime. Donc le but, c'est vraiment de traverser depuis la Nouvelle-Calédonie tout l'archipel du Vanuatu. Donc c'est-à-dire partir de la Nouvelle-Calédonie, on va le voir sur la carte, aller sur l'île de Mare ou Lifou, on ne sait pas encore, ça dépendra du temps. Arriver sur Nachom, qui est l'île la plus au sud, et terminer dans les îles Torres qui sont tout au nord. Donc c'est ça l'idée, notre objectif. Les valeurs de notre aventure, c'est l'authenticité, la simplicité et la durabilité. On va les retrouver à travers plusieurs choses, donc nos rencontres avec les Océaniens, qui vont être authentiques, simples et on va dire durables, envers nous-mêmes, envers la nourriture, envers l'aventure et envers notre pirogue, donc notre pirogue qui s'appelle Mariwa, qui vient du Pacifique, elle vient de Tahiti. Donc on l'a fait importer depuis Tahiti. Alors à chaque fois c'est simple, c'est authentique et c'est durable, à l'image de notre pirogue, vous allez voir quelque chose qui est très simple. Et notre idée c'est d'arriver là-bas, pas avec un gros bateau, pas avec beaucoup de moyens, pas avec des choses de luxe, mais de façon très simple, très basse. Une pirogue qui est ce qu'eux ils utilisent pour se déplacer. Et ce qu'on va retrouver là-bas, des pirogues des fois avec des voiles, des fois sans voile, on va arriver dans le même moyen de déplacement avec beaucoup de simplicité parce qu'on n'aura pas de moteur, ça sera à la force du vent et avec nos bras pour arriver là-bas. Donc c'est vraiment l'idée de se mettre dans un mode de déplacement vraiment simple et authentique. Alors, je prends le relais pour aborder avec vous la notion de transition. Nous partons tous les trois pour vivre une expérience de transition. J'entends par transition le passage d'un état initial à un état différent pour la suite.
Je vais emprunter donc une référence de Bonne Maison en 86, l'arbre et le canot, où effectivement on part d'un état actuel de citadin sédentaire, où on est à l'intérieur d'une zone de confort, d'habitude, et dans lequel on va essayer de chercher une zone de sécurité pour aller vers une nouvelle zone, une zone donc plus d'incertitude. On va parler donc d'état un peu futur voyageur itinérant. Et c'est là où la question va être intéressante. Chez nous, dans l'idée de transition, on est plutôt sur une idée de processus lent et qui va prendre du temps, alors que nous, on sera plus sur une notion de bascule, puisqu'elle va être rapide sur 80 jours. Et donc, quels vont être justement les processus d'adaptation qu'on va mettre en place pour réussir cette bascule. Et évidemment, dans cette bascule-là, je focalise un petit peu plus sur notre thème qui est l'alimentation. Nous allons vivre une bascule, un bouleversement alimentaire, puisque nous allons passer d'une alimentation transformée à une alimentation beaucoup plus simple, c'est-à-dire plus dans le sens noble du terme. Voilà, donc on va faire une focale sur le... Concrètement, on va arrêter le sucre, on va arrêter le riz, on va arrêter beaucoup de choses qui vont nous poser un problème très rapidement, parce que je vous rappelle qu'on est quand même parti pour 80 jours sur une pirogue et qu'il va falloir s'alimenter parce qu'on est dans l'effort physique. Donc quid de ces aliments qui sont quand même la base, à un moment, qui sont notre base par rapport versus des féculents ou du plat qui vont à un moment donné vont être notre nourriture quotidienne. Voilà, donc on va quitter, on va dire, une alimentation, on va dire, artificielle, qui a été transformée, qui pollue, qui est peu énergivore, dans le sens où on va dans le magasin, on achète ce qu'il faut, et puis on peut le consommer, directement consommable, à une alimentation plus authentique, énergivore, c'est-à-dire qui va nécessiter des capacités de chasse, des capacités de pêche, des capacités de culture, et donc ça va être la question. Est-ce qu'on va réussir à s'adapter aussi rapidement à l'aide des informations ressources qu'on va trouver sur chacune des îles? De plus, cette bascule alimentaire va être complexifiée, dans le sens où on aura un effort physique à fournir et où il va y avoir une recherche de calories au travers de recherche de protéines, puisque la navigation en holoponie, elle est exigeante. C'est une navigation authentique, proche des éléments, où il y a des prises de décision importantes et où ça nous demande une dépense d'énergie importante. Donc cette transition va être davantage complexifiée. Pour le prochain diapositive, je vous propose d'embarquer avec nous, où je vais vous décrire donc le parcours. On lève les voiles, ou plutôt la voile, parce qu'en holoponie, il n'y en a qu'une. Et donc on va partir, comme expliquait Ben, de la Nouvelle-Calédonie pour une première étape sur marée, ce sera notre stand-by, et pour une direction nord-nord-ouest jusqu'à les îles Torres et un go-back sur l'île de Santo pour la deuxième partie des manipulations que seront faites avec M. Galli. On a une ligne donc de départ, une ligne d'arrivée, je le décris comme une course, mais c'est tout sauf une course. Je parlerai plus d'itinéraire d'opportunité, c'est-à-dire où les points de relais seront un petit peu improvisés, dans le sens où dès qu'on pourra avoir accès à des communautés authentiques sur lesquelles on pourra échanger, interviewer, avoir des données intéressantes, c'est ça qui va être le moment où on va prendre la décision de s'arrêter, de continuer, etc. Voilà. Je passe le relais. Ouais, non, c'est ça. Notre idée, c'est vraiment d'aller dans les endroits où on ne pourrait pas aller avec un gros bateau, ou avec un avion, ou avec un ferry, ou un gros voilier. Donc là, l'avantage de la pirogue, c'est qu'on peut débarquer dans des îles où il n'y a pas de dock, il n'y a qu'une plage, il n'y a pas de mouillage possible. Donc voilà, on se pose la question, nous en 80 jours, qu'est-ce qu'on va traverser au niveau alimentaire, et faire le lien avec en 80 ans de transition alimentaire au Vanuatu. On va le voir, comment on va pouvoir étudier ça. Alors, on part avec des forces et avec des faiblesses. Nos points forts, Pierre, on est fort dans quoi? Alors, bon, bien évidemment, vous avez remarqué, on est des enseignants d'EPS, on est relativement en forme. Enfin, quand même, si on a certaines forces, on a une très bonne connaissance de soi. On a déjà changé notre régime alimentaire depuis quelques années. On a une grosse capacité d'adaptation.
On a des très bonnes connaissances sur la nourriture et ça fait déjà pas mal d'années que nous travaillons au Vanuatu, donc on sait un petit peu à quoi s'attendre. Déjà, on se prépare. Par contre, on ne change pas notre régime alimentaire à l'heure actuelle. On change rien jusqu'à notre départ. Je vois une barre de nuts, ok, de temps en temps dans le frigo, c'est direct, de temps en temps. Alors, on sait aussi que si on a des forces, on a aussi certaines faiblesses. Donc, on va se gérer à trois sur des moments qui vont être relativement compliqués dans la dynamique. Et à un moment donné, lorsqu'on va avoir des carences en sucre ou lorsqu'on va avoir des carences alimentaires, c'est là que la communion entre les trois va commencer un petit peu à se désintégrer. Ça aussi, on l'a déjà vécu, on connaît très bien ce phénomène. On a pu le vivre avec David lors de traversées sur Espiritu Santo, et je l'ai fait aussi avec Ben sur des traversées, notamment sur Malikolo, où à un moment donné, la nourriture a un impact très important sur la dynamique de fonctionnement de l'équipe. Dès que vous avez faim, je rebondis, c'est vrai que la gestion émotionnelle est beaucoup plus difficile. Tout ce qu'on vous apprend par l'éducation à prendre sur soi, le filtre disparaît dès que vous avez faim. Donc la gestion de groupe est plus compliquée, la prise de décision collective est plus compliquée. Donc c'est là où ça va être intéressant de voir comment on réagit, chacun de notre côté, vis-à-vis cette carence en sucre. Pour avoir fait pas mal d'expériences au Vanuatu, la seule fois où j'ai une sensation de faim, c'est d'avoir passé 9 jours à Ombrime qu'avec une alimentation traditionnelle. Et quelqu'un qui est addict au sucre, même moi qui mange très peu de sucre, je me levais la nuit avec une sensation de faim réelle. Donc, ajouter ça à une obligation de se déplacer tous les jours à réaliser des kilomètres, c'est là où ça va être la difficulté. Exactement. L'autre point aussi qui est important, c'est le Vanuatu, c'est le problème de la protéine. Parce qu'il n'y a plus de poissons dans la mer. Donc nous, on est des pêcheurs côtiers, on va pêcher aussi un peu en haute mer, mais les prix sont rares. Donc la seule source de protéines qu'on va pouvoir avoir, c'est les cochons. Ben, je vous promets que quand vous arrivez dans un village, que vous voyez un cochon qui traîne, vous pensez qu'à une chose, c'est le manger. Ou l'acheter, déjà pour pouvoir le manger. Enfin, du côté des opportunités, on sait aussi que cette expérience personnelle, cette expérience qu'on veut vivre, va nous apporter aussi pas mal de choses, notamment la découverte de nouveaux produits. À chaque fois qu'on a été au Vanuatu, on a été stupéfait par la capacité et la résilience de ces personnes à nous produire de la nourriture d'une qualité assez extraordinaire. On sait aussi que ça manque de goût pour nous. Il n'y a pas assez de curry, il n'y a pas assez de poivre, il n'y a pas assez de ci, et qu'à un moment donné, ce type de nourriture, on arrive à s'en lasser très rapidement, et qu'il va nous falloir un apport. Donc on a prévu déjà dans nos petits sacs du curry, des épices, parce qu'on sait qu'il va falloir qu'à un moment donné, on puisse en rajouter. Voilà, et puis le fait d'avoir l'opportunité aussi de découvrir de nouvelles choses, et surtout de nouvelles saveurs. Dans les dangers, le problème, on le met très bien, c'est le lap-lap overdose. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on arrive dans un village, à chaque fois qu'on arrive dans une tribu, okay, vous savez, ils ont le geste d'accueil, et lorsqu'on arrive dans le village, la première chose qu'on reçoit, c'est un morceau de manioc, un morceau de lap-lap, etc. Et tout. Et donc on mange beaucoup de lap-lap. Mais nous, notre organisme, il n'a pas l'habitude de manger autant de lap-lap. Et à un moment donné, vous avez une espèce d'overdose de lap-lap, parce que vous ne pouvez plus. C'est trop calorique pour nous. Et donc il va falloir qu'on sait aussi qu'à un moment donné, on sera en overdose. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans l'Olupuni, on ne peut pas stocker de nourriture. Très peu. Donc en fait, on se réapprovisionne au fur et à mesure. On n'a pas du tout, on ne peut pas conditionner la nourriture, la conserver, on n'a pas de froid. Donc on s'adapte au fur et à mesure avec ce qu'on trouve. Voilà, donc c'est l'une des difficultés, c'est que à bord, on a une embarcation assez traditionnelle, on n'a pas de capacité de stockage. Voilà. Donc là, on est resté plus sur le versant personnel, nos questions sur nous, et après la suite, c'est les questions où on va aborder justement le côté scientifique en lien plus avec Fala justement, parce que pendant ce trip-là, pendant toute la route, on va avoir l'opportunité de rencontrer des personnes qui sont difficilement d'accès en temps normal, et à la fin, on sera sur son tour. Donc je te laisse Pierre sur cette partie-là. Juste une toute petite idée, hein.
Ça, c'est notre barre pour barrer. C'est juste avec ça qu'on barre la Pirogue. C'est celle qui va nous servir pendant 80 jours pour pouvoir piloter l'embarcation, ramer pour pouvoir avancer. C'est une belle rame. Alors, le projet scientifique, c'est pour voir si tout le monde suivait. Notre projet scientifique, première étape, first step in English, intermediate step, du mois d'août au mois de septembre 2025. Okay. Donc là, pendant toute la durée, nous allons capter un maximum d'informations sur les communautés sur lesquelles nous allons, dans les villages, les communautés que nous allons rencontrer tout au long de notre parcours. L'idée, c'est de pouvoir identifier des communautés qui sont proches des zones urbaines, qui sont très éloignées des côtes, qui sont carrément au milieu de la chaîne, parce qu'on a du temps pour pouvoir le faire, et d'aller, sous forme d'interview, essayer de comprendre comment eux, ils vivent leur transition alimentaire. Quel est l'impact que peut avoir, par exemple, la bouffe occidentale sur leur organisation, je dirais, familiale. Place du champ par rapport au kava. On a remarqué que depuis quelques années, beaucoup de champs de kava été plantés, et qu'il y a de moins en moins de culture agricole. Donc tout ça, on va prendre le temps de pouvoir le faire, et toutes ces captations vont nous permettre d'enrichir une base de données qu'on va remettre aux scientifiques quand on va arriver au mois de novembre sur son prix. L'idée ensuite, c'est qu'on puisse travailler avec cette base de données pour pouvoir répondre à certains questionnements scientifiques que se pose la communauté Fala depuis 4 ans. Donc ça, c'est notre contribution pendant toute la durée. Enfin, dans un deuxième temps, c'est the final step in November 2025. Nous allons accueillir David et Corinne sur l'île de Santo avec des étudiants Nivan qui vont venir travailler aussi avec nous et M. Olivier Galli. Et là, il s'agira d'aller sur la côte ouest de cette île. Donc vous imaginez, ici, vous avez la ville de Bougainville, Big City. Ici, vous avez encore une toute petite city, toute petite ville, on va dire. Et ensuite, là, il n'y a plus de route, il n'y a plus rien. Le seul accès qu'on peut avoir pour aller sur ces tribus et sur ces villages, c'est par la mer. Donc nous allons embarquer avec l'équipe scientifique et nous allons les amener ici au village de Wossi, qui est un tout petit village à l'entrée de la vallée de Taboué Massana. Le Taboué Massana, c'est un sommet, le plus haut sommet du Vanuatu. Et il y a encore quelques années, on va dire à peu près 80 ans, ces villageois vivaient sur des plateaux à 400 mètres. On les appelait les manbouches. Ils ont été contraints par la religion de redescendre dans les embouchures de rivières où ils sont venus se fixer. Mais les terres sur lesquelles ils vivent sont improductives. La question est de savoir comment ils ont adapté leur alimentation. Est-ce que les échanges qu'ils font maintenant avec les villes par les speedboats, etc., ont modifié leur alimentation, ou est-ce qu'ils continuent à remonter dans les champs? Donc il y a quand même 400 à 500 mètres de dénivelé positif, il y a 2h30 de marche pour monter sur les champs quand même. Donc voilà, on se propose d'étudier tout ça et de rester en immersion pendant 1 semaine à 2 semaines dans ce village pour pouvoir travailler en collaboration avec les scientifiques. Voilà notre contribution et notre collaboration avec le projet Fala. Si vous avez des questions, Coupe le son. enregistrez pas. Comment baisse le son? Après, voilà, si vous avez des questions en français, bien évidemment. Merci pour la présentation. J'aurais 2 questions de provocation et une question méthodologique. Ok. Les questions de provocation, pourquoi uniquement des hommes? Pourquoi ne pas embarquer des femmes avec vous? La deuxième question, pourquoi ne pas faire cette transition alimentaire depuis chez vous ou depuis l'université? Pourquoi avoir besoin d'aller sur un bateau et de partir 80 jours pour cette transition alimentaire? Et la question plus méthodologique, comment vous pouvez articuler ces incertitudes liées à votre itinéraire avec l'identification des villages, des communautés dans lesquelles il y a des lacunes en termes de données, donc des lacunes parce que
des autres membres du projet FALA ou d'autres chercheurs n'ont pas encore pu travailler. Donc comment vous faites pour articuler ces incertitudes du voyage avec ces données lacunaires dans certains endroits? David, là il y a plusieurs questions dans la même question. Alors moi je vais, On va commencer par la provocation. je vais rebondir sur pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça ici. Le fait de le faire ici, ça nous laisse le choix et d'une dérive possible, c'est-à-dire ça demande une force mentale de garder le même régime alimentaire. Alors que le fait de vous immerger véritablement dans le milieu, vous n'avez plus autre choix que de vous adapter. Donc cette obligation de voyage nous oblige à nous adapter puisqu'on n'a pas la tentation de repartir sur une alimentation, on va dire, transformée. Voilà. Moi je vais répondre sur notre démarche sexiste. Tu veux bien. Donc en fait, on est, au départ, on a construit ce projet à 3. Et dans la deuxième partie de l'expédition, il y a Corinne qui va venir nous rejoindre. On va travailler aussi avec des étudiants et j'espère des femmes au Vanuatu, bien évidemment. Voilà. Enfin, il restait une question, je me souviens plus. Méthodologique. Alors la méthodo, c'est-à-dire sur l'identification des personnes sur lesquelles... Des endroits dont vous avez parlé de villages et de communautés où il y a des lacunes et en même temps il me semble avoir compris qu'il y a des incertitudes sur où vous allez arriver en fonction de... Ouais, c'est ça. Alors en fait, on est en train de travailler, de finaliser un petit peu les protocoles avec les équipes, mais enfin on sait déjà qu'on va travailler sur 3 zones. Les zones tribales, les zones urbaines et les zones isolées. Donc déjà on a des groupements de population qui peuvent nous intéresser, donc à chaque fois qu'on va aller sur une île, on peut déjà utiliser l'espace dans lequel ils évoluent. Okay. La qualité du village, entre guillemets, c'est un village qui est isolé, est-ce qu'il y a véritablement beaucoup de personnes qui vivent dans ce village, est-ce que c'est un village mort, entre guillemets aussi. Donc on arrive dans certaines communautés, ou dans certains villages, on peut avoir 300 à 400 personnes qui vivent. Donc ça peut être un point d'ancrage très important pour nous. Par exemple, dans un autre village du bord de mer, on va se retrouver sur un tout petit village avec 30 ou 40 individus. Puis du questionnement qu'on peut avoir et des interviews qu'on va faire, etc. Donc tout ça va dépendre bien évidemment d'autres paramètres. Mais en gros, on en va travailler surtout sur les espaces dans lesquels on va rencontrer des gens. Après, il y avait la question de l'incertitude qui était intéressante. C'est vrai qu'on ne va pas choisir forcément la trace en avant, parce qu'il y a des moments où on ne pourra pas aller certaines îles pour les questions de météo et d'inconnu. Donc forcément, si on débarque sur une plage et on ne peut pas débarquer, on va devoir zapper cet endroit-là. Donc je pense qu'on va entrer dans des interviews en fonction des critères qu'on nous aura donnés en avance. Voilà, on veut un village à moins de 80 personnes qui est plutôt isolé de tout commerce possible. Et puis on le trouvera peut-être sur notre route et il y aura cet aléatoire-là qui aura lieu, je pense. Mais oui, il y a de l'incertitude sur le chemin qu'on va emprunter. On ne sait pas aujourd'hui exactement où est-ce qu'on va et c'est ça qui est intéressant aussi. Et la question fondamentale, c'est une fois qu'on a capté les informations, il ne faut pas les perdre. Parce que nous, on aborde une pirogue. Donc, quick de la captation, comment on va faire et comment on va envoyer les données. Ça nous préoccupe beaucoup aussi du côté de la faisabilité du projet scientifique. Oh, that's related to my question. What fishing techniques? Rapala. But it depends. But the problem in Vanuatu that the fish is very difficult to catch. There is no lagoon. Yes. Why? Are they depleted? I think the question is about the China's people, Okay. China's fishing, and there's absolutely no fishing in the sea in Vanuatu. Lorsqu'on a fait le tour de Santo, en 12 jours, on a pêché un poisson. When we cross around Santo Island, Yeah. the last trip, Yeah. we keep one fish. When we went. Yeah. We went on that Yeah. day. Yeah. We took one fish. Ouais, yeah, 12 days. In 12 days, we catch one fish. And a small one, That's not tuna or not. Thank you. You all look very fit. Did you have to train hard to do this? No, it's not so difficult, but the question is how much weight we lose during this trip. Because we are fit now, but after 2 months I think we are not so fit. I think we lose maybe 10 kilo, 5 kilo, we don't know. So maybe before leaving New Caledonia we have to test, make some tests, sport test, prise de sang, blood test, and after do the same when we come back here to see how much weight we lost and what is some difference in the blood, something like that. But it's not very hard.
maybe the sun, the wind, the water, this is difficult, and the injuries because of the water, and Vanuatu is very wet, so it's very dangerous. Very injuries, it can be very dangerous. Just when you are the peperu, the boys with the paddle, it's pretty hard. It's like it's really hard. I've heard some people who they do a lot of paddling. They went from Australia to New Zealand, and they said they had to every few hours go into the water because they were sitting down for a long time. But you can move on the boat. You can change the place. It's not like a kayak. It's more comfortable. It's normally it's more by with the sail, with the wind. We don't have to paddle too much. But what is good is when you arrive to an island, you can paddle because behind the island there is no wind, so you have to paddle. And that's cool with this Holopuni because we can paddle and we can use the sail. And you have the drone to take the photo? Yes, we have one. We have a little drone. Can you imagine that we are surfers? Yeah. So our mind is just surfing waves. And imagine the last months, the fastest run is about 22 knots. 40 kilometers. 22 knots. Yes. 22 knots. 40 kilometers. Pretty fast. How long did it take to get any point of contact on the island through the trip? The longer one we have, it's between Mare and Anachom. There is 240 kilometers. I mean, in terms of persons, how do you mean? How do you say to get some point of contact? Les personnes en affaires. Les personnes en affaires. Combien on a? 2 or 3? We know all the people in Vanuatu. We know you right in Negomango. It's very easy. I know one of my students is here. Olivier? Yes. Yes. We had a discussion with Virginie about the academic aspects because Pierre told that, but in French. What we would like to share here, there is an adventure, a journey for these guys, and for us there is an adventure, a journey for to get back to the transition from New Caledonia to Vanuatu and all the archipelago and all the data that will be gathered will help us to understand different tranche of the transition in terms of food environment. And what is very important, for example, is where we choose on this island area where you can come from plane with a plane in Lugandi. This is a big city in Central with less than 10,000 people, the big one. And then you have the road in front of the sea, and then the road stop, and we will take boats to get to these villages. And get in these villages at sea level, and then we will get in the mountain to join these old villages that they were initially in the mountain 80 years ago. 80 years ago. Yeah, 80 years ago. So we want to get this way, but on the opposite that we have in New Caledonia, and on the way to identify this place where people were living, and we are in 2024, and people are still living in this with this lifestyle, with this food environment, and this is what we want to understand. Yes. Altogether. Yes. I think we have a question. Do you have a question, George? Oh, it's just a technical thing about were there any overnight trips, or were the islands close enough that you would camp out at the end of each day? Would you sail all night, or would you stop? Si on a une nuit, c'est ça. Est-ce qu'il y a des trajets qui sont trop longs et que vous n'allez pas pouvoir faire dans la journée en fait? The longer one is between Mare Island and to Anachom. There is 240 kilometers, so one night. So we leave in the morning, and the day after we arrive. After
The longer is 130, yes. So it's in one day. One day. That's very good. 12 hours. 12 hours. But the overnight in the Holopuni is a challenge. Yeah. It's not easy. Close to what it's a challenge. You sleep maybe about 2 or 3 minutes. Yeah, we got to the other side. Yeah, may I have a question on the data that you are going to collect? Do you want in the end to have more a historical perspective or more a comparison between Vanuatu and New Caledonia? What will be your perspective? We want to have a comparison because this access is unique by the sea in these communities. We already have data in Bougainville, we already have data in Orvina and in New Caledonia. So we can have the big picture for New Caledonia, rural, urban, Vanuatu, archipelago, till Santo. Okay. And Santo was chosen because of the big discrepancy of the food environments. In Bougainville, it's like in Numea, it's in way the small city, but the city. And in this village, very isolated, where this guy already went, there is specific places where we have a unique opportunity to live with them for 1 or 2 weeks and to have a more large and broad understanding of their food. Thank you. J'ai une petite question. Est-ce que vous comptez documenter cette transition sur les effets personnels, si vous ressentez des cravings Donc ouais, bonne question. On a émis l'idée justement de tenir un petit carnet individuel jour par jour, justement parce que notre corps sera notre terrain d'expérimentation. Et sur les ressentis et le fait que ce soit un carnet personnel, on pourra mettre des choses plus personnelles sur justement les sensations, comment on peut les décrire, les affiner. Donc oui, il y a une idée effectivement de suivi personnel sur ce thème de ressenti sur la faim. Juste en complément, la seule chose que l'on va faire, c'est qu'on va faire un ECG à l'effort, juste avant de partir. On va faire une prise de sang aussi pour voir où on en est là. Et puis on fera la même chose quand on va finir le trip au retour. Juste pour voir aussi les carences. Pas à Santo, pas directement après la fin. À Santo, ça va être compliqué. J'ai peur que ça va être compliqué. Mais du coup, il y aura le passage dans le village de montagne. Oui, on pourra faire prise de poids déjà, ça c'est sûr. Peut-être les petits cutanés, c'est faisable, mais c'est sûr que le CG, on ne pourra pas le faire en direct. On va pas le faire. Toi, tu rentres un petit peu avant, peut-être oui. Et la prise de sang, ça va être compliqué, mais on va le faire vite. Et là, on est vraiment sur les ressentis, parce que je sais que David, il ne réagit pas pareil que moi au niveau du sucre. Je sais que Ben, il ne réagit pas pareil que moi au niveau de la protéine. Et qu'à un moment donné, on ne va pas être du tout sur le même niveau de flow. Contact avec les différentes communautés, si vous pensez avoir une vue d'ensemble par rapport aux différentes générations, c'est-à-dire avoir des entretiens avec les vieux, les anciens, et avec ceux qui sont venus en moyenne, et avec les très jeunes. Je pense que là, c'est avec Olivier qu'on va s'accorder sur quel profil on va justement, parce que nous, on est un peu la main qui va interviewer ou la voix qui va interviewer, mais on va se mettre d'accord avec Olivier sur quel type de profil on veut. Peut-être plusieurs, il va falloir voir dans l'âge, dans le statut social, dans l'isolement aussi, quels critères on prend, et puis on va voir justement de quoi il y a besoin. Est-ce qu'il y a besoin du très isolé, est-ce qu'il y a besoin de toutes les classes sociales, est-ce qu'il y a besoin de... Je pense que là, ça va être à définir avant de partir. Et après, nous, sur le terrain, on prend la donnée, mais on ne va pas analyser, on prend vraiment juste ces données, et après, on transmet
On va finaliser ça. Par exemple, Guillaume, c'est ce qu'on a remarqué au Vanuatu, on a beaucoup de Nivan qui ont travaillé, qui font du fruit picking pendant 6 mois et qui rentrent ensuite dans les villages. Tu vois, eux, quand tu vas faire les interviews, ils passent quand même 6 mois de l'année en Nouvelle-Zélande ou en Australie, donc les données sont complètement faussées. Ils ne s'occupent plus de leur champ, ils vont quand même y aller. Donc il faut savoir aussi si cette population peut être une population intéressante, tu vois, à questionner, tu vois, entre leurs deux systèmes. Après, nous, dans la façon, la manière dont on aborde et ce qu'on a vu dans les villages, c'est-à-dire en général, on est pris en charge par les vieux tout de suite. Donc là, nous, l'accès qui va nous permettre, ça va être par les vieux. Ensuite, une fois qu'on a accès aux vieux, on va pouvoir aller vers les clans. Ensuite, on va pouvoir descendre vers les familles qui vont nous héberger, qui vont nous accueillir, etc. Donc en fait, ça va se faire, tu vois, par strate, en fonction du temps aussi qu'on va passer. Parce que déclencher une interview avec des gens, si tu n'as pas passé au moins 48, 72, 3, 4 jours là-bas, ça ne sert à rien non plus. Donc tout ça dans le protocole, il va falloir que ce soit clairement précisé pour que nous, on puisse se caler là-dessus et être sûr qu'on match vraiment les datas qu'on veut récupérer. Et il est certain que les premiers interlocuteurs qu'on a, on ne les choisit pas en fait. C'est la hiérarchie de la communauté qui fait que c'est souvent le chef. Lorsqu'on a fait les 12 jours à Santo, naturellement, la personne leader du groupe vient vers nous et c'est à ce moment-là qu'on peut commencer à échanger. Et effectivement, c'est une fois que le lien a été un petit peu tissé que vous pouvez aborder des questions un petit peu plus personnelles dans le sens alimentaire. Il faut que déjà, avant de partir sur un interview, qu'il y ait une création un petit peu d'un lien. Justement, l'utilisation de l'holophonie, comme c'est un moyen de locomotion qui est parlant, le lien il se fait beaucoup plus naturellement. On arrive de manière beaucoup plus humble et justement ce contact est beaucoup plus naturel, beaucoup plus direct. Mais effectivement, on ne peut pas choisir dès le départ l'interlocuteur qu'on aura.